L'avenir, il est un peu derrière moi. Pour l'instant, je me laisse un peu vivre. Ici, ça va, je sais bien. J'ai des amis, le directeur est sympa. Pourquoi aller chercher ailleurs? Donc mon projet, c'est ça. Voir mes enfants quand je pourrai. Mon retour en Afrique, ça on verra. Parce que le soleil me manque. Mais je ne suis pas pressé. Moi, ça peut partir demain, ça peut partir dans 2 ans. J'ai pas de programme. Je ne veux pas me fixer de programme. C'est ça ma liberté. Faire ce que je veux au moment où je veux. Et Nelson Mandela me donne l'occasion de le faire. On ne me dit pas demain tu dégages. Voilà. Ma vie serait, j'ai envie que pouvoir faire un métier, pouvoir canaliser mon énergie. Parce que c'est vrai que j'ai plein d'énergie à revendre. J'ai travaillé là il y a quelques temps ici. J'ai travaillé un peu. Je vais pas faire métier, mais j'ai travaillé, j'ai balayé, j'ai rangé la poubelle, tout ça. J'ai travaillé, j'ai bricolé, tout ça. Et j'ai envie que ça devienne quelque chose de plus sérieux. C'est le métier le plus beau. Le bricolage. Ça demande à être inventif. Créatif, moi, ça va être plus facile. Moi, ce que j'aime, c'est créer. J'en ai souvent parlé. Mais il y en a qui me répondaient, il y en a qui me répondaient, vous êtes pas prêt, je sais pas quoi. C'est pas une question d'être prêt ou pas être prêt. Hein. Je me vois pas vivre ailleurs parce que j'ai tellement d'attaches ici que c'est pas évident de partir. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une vie normale plutôt. C'est de pouvoir profiter de la vie, tout ça. Moi, j'ai une chance, c'est que je peux profiter de la vie. Je profite de chaque instant présent. Moi, à une époque, et je pense comme toutes les jeunes femmes, toutes les jeunes filles d'époque de 20 ans, on se disait dans 2-3 ans, on va rencontrer le prince, on va rencontrer quelqu'un de bien, on va pouvoir construire notre vie. Et puis là, je suis à 30 ans, il m'est arrivé, on va dire, quelque part ce drame pour me dire que maintenant, je peux plus viser l'avenir. Ce que je sais, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un emploi que je veux pas perdre. Et je vous cache pas que grâce à cet emploi, j'ai pu obtenir mon logement. C'est en période de transition aussi, pareil, c'est en cours de traitement, mais je vais pouvoir obtenir mon logement. Donc déjà, c'est quelque chose de stable. Moi, ce que je veux, c'est une certaine stabilité et sérénité, notamment sur mon logement, notamment sur mon salaire chaque mois. Des choses simples, en fait, de la vie. Depuis, j'ai de nouveau recréé un lien avec ma famille. Donc voilà, d'ailleurs, on était tous ensemble pour mes 30 ans. Et cette rupture familiale, elle est loin derrière moi et je veux plus jamais en entendre parler. Ça nous a permis de nous rapprocher, en fait, tout simplement. Et de laisser la place, en fait, à nos vies respectives. Voilà, chacun fait sa vie maintenant, mais chacun pense à l'autre. Qu'avant, c'était pas ça. C'était chacun empiétait sur l'espace de l'autre et on se comprenait pas. Si j'arrive déjà à me dire que sur une dizaine d'années, je vais pouvoir avoir un logement. Sur une dizaine d'années, je vais pouvoir assurer et assumer mon travail, mon emploi, ne pas avoir de problème de santé. Et bien déjà, et pourquoi pas rencontrer quelqu'un d'ici là qui fera son petit bonhomme de chemin avec moi. Ben déjà, pour moi, c'est beau. Alors, c'est notre dernière séquence. Vous avez vu, on est sur 3 aussi. On a le rythme ternaire dans la peau à l'UNAFO. Donc, se loger, habiter, les trajectoires résidentielles. Je vois Gilles Desrumeaux qui rigole. Gilles Desrumeaux est très content parce que vous avez dit du bien de Grenoble tout à l'heure. Et ça lui rappelle sa folle jeunesse grenobloise quand il développait des offres de logement accompagné qui n'en portaient pas encore le nom. Trajectoire résidentielle, se projeter, ne pas se projeter, être obligé de se projeter, d'avoir un programme, comme disait ce monsieur, rester libre, faire ce qu'on veut, à quel rythme, comment on peut remettre ça un peu en perspective?
D'abord, je voulais souligner la grande humanité de ces films qui m'ont beaucoup ému. Et on est quand même content quand on voit... Le réalisateur, Didier Lubicha, sont en face de vous. Voilà. Et on est content pour Jennifer, parce que c'est une histoire qui finit bien. Elle n'est pas finie d'ailleurs, elle n'est pas finie. Mais en tout cas, c'est vrai que l'intérêt de cette troisième séquence, c'est qu'elle pose la question de la projection dans l'avenir. Alors, trajectoire, quand j'ai vu le terme trajectoire résidentielle dans le programme avant de voir les films, je me suis dit, effectivement, nous voilà repartis dans les bonnes vieilles idées sur lesquelles on a tous travaillé quand on a travaillé sur le logement, hein, cette idée des trajectoires ascendantes, avec tous les jugements de valeur d'ailleurs qu'il y a derrière cette ascension. Hein, il n'y a pas d'ascension si on ne devient pas propriétaire, par exemple. Enfin bon, vous voyez, ce genre de choses. Dont on voit bien quand même, rappel, comme je le disais tout à l'heure, les gens qui habitent en France n'ont jamais été aussi bien logés statistiquement en chiffres macro, que ces trajectoires, elles existent encore, et elles existent, et elles sont même peut-être encore majoritaires. Mais on voit bien qu'il y a toujours eu, des gens pour lesquels cela n'a pas marché. Cela n'a pas marché, peut-être pour certains parce qu'ils l'ont choisi. Pour d'autres parce que des accidents, des événements dans leur vie, positifs ou négatifs, ont fait que les trajectoires n'ont pas été linéaires, et on voit que ça peut concerner la vie familiale, la vie professionnelle, la santé, etc. Tout un tas de... Et c'est finalement ces situations qui ne sont peut-être pas majoritaires, mais qui sont quand même de plus en plus fréquentes. On le voit bien, on a toutes les illustrations qu'il faut sur les évolutions de la famille, les ruptures de couple, etc. Et elles ont, parce qu'elles génèrent des mobilités, ou parce qu'elles génèrent des besoins en logement, en hébergement, en ceci ou cela, elles ont un très fort impact sur le système du logement. Parce que finalement, le propriétaire qui est installé dans sa maison et qui ne bouge pas, qui n'a pas de mobilité résidentielle, il n'a plus d'impact sur le marché du logement. Il ne génère pas de demande, il ne génère pas d'offres non plus. Et du coup, on ne le voit pas et il n'est plus un objet de politique du logement, en quelque sorte. Alors que toutes ces situations qui génèrent des besoins de mobilité, ce sont elles qui sont concernées par notre question. Et quand ces besoins de mobilité sont aussi marqués par des faibles ressources au sens très large du terme, financières bien sûr, mais aussi de santé, aussi de capacité d'accès à l'emploi, etc., elles ont un impact très très fort. Alors on voit bien que, en plus, les trois films montrent un certain nombre de problématiques claires. Enfin, pas les trois films, les trois personnes qui sont notre film. On voit la situation de Christophe, la question de l'emploi, avoir un travail. Alors on l'a déjà dit à propos des questions de mobilité et des questions de retour, mais on voit bien, il le dit d'ailleurs, c'est la condition du retour à une vie normale. Mais c'est aussi, on le sait bien tous, et on le voit avec l'exemple de Jennifer, c'est une condition pour l'accès à un logement ordinaire. Cela étant, dans le cas de Christophe, la question de l'accès au logement ordinaire, à ce stade, visiblement, elle ne se pose pas. L'âge, ou le grand âge, 74 ans, Marc, il n'est pas encore très vieux. Je crois qu'il est dans la salle. Recherches. mais pour lui, les choses sont claires. C'est resté. C'est resté. Mais du coup, quelle capacité d'accueil des personnes vieillissantes? Je crois que pour beaucoup d'entre vous, cette question se pose de façon forte. Vous êtes là aussi beaucoup plus expert que moi. Mais c'est à travers ce cas de figure toute la question de la problématique du logement des personnes âgées à ressources modestes, la question du maintien à domicile ou pas. Je déteste ce terme de maintien à domicile parce qu'il a un côté autoritaire. Bon, mais on voit bien ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est le développement de maisons de retraite plus ou moins spécialisées, etc. Et puis, comment repartir à 30 ans? Ça, c'est la problématique de Jennifer. Et la problématique de Jennifer, là, clairement, c'est celle de l'accès à un logement ordinaire. Donc, on voit bien vraiment cette diversité de trajectoires. Et elle a un emploi et elle va avoir
cette stabilisation, cette dernière étape de stabilisation, avant toutes les autres bien sûr, mais de ce moment de sa vie qui lui permet le départ, de repartir sur un bon pied. Donc tout ça, ça renvoie à la thématique, la fameuse thématique classique de la NAS, dans lequel peuvent se retrouver, je crois que c'est un de mes collègues qui s'appelle Daniel Béard qui avait inventé cette formule à propos du logement temporaire qui se veut un sas et qui risque de se transformer en NAS dans laquelle les uns et les autres sont enfermés. On voit bien que même cette thématique-là, elle est aujourd'hui assez dépassée parce que pour Marx, c'est pas une NAS. Pour Marx, c'est le projet pour les années à venir. Elle n'est pas complètement dépassée non plus, parce que de fait, la question de la sortie vers le logement ordinaire, elle est aujourd'hui pas évidente du tout, et elle renvoie du coup à mon propos initial sur la crise du logement. Et là encore, trois petites questions. Allons-y. Mais trois petites questions très simples et très rapides, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Mais la première, je pense, c'est la plus importante, celle sur laquelle je vais m'arrêter un petit peu plus, c'est la question de la fluidification de l'accès au parc social. Qui est quand même un enjeu majeur et dont on voit bien que les uns et les autres, probablement, vous y êtes confrontés. Qui suppose à la fois plus d'offres et plus d'acceptabilité pour les ménages défavorisés. Parce qu'on voit bien, dans certaines situations locales, que ce n'est pas parce qu'il y a de l'offre que les personnes défavorisées dont on voudrait guider l'accès vers ce logement social ordinaire va être facilité. Je crois que quand même, sur ce deuxième point, sur cette question de l'acceptabilité, beaucoup a été fait. Le droit au logement opposable dont je parlais tout à l'heure, des exigences croissantes, la définition d'un certain nombre de priorités. Mais en face, on voit bien qu'on a des exigences croissantes de la part des bailleurs sociaux en matière de garantie, d'assurance, d'accompagnement social, etc. Exigences croissantes auxquelles les uns et les autres, dans une espèce d'escalade, répondent. Globalement, il y a des réponses, mais on voit bien qu'elles sont toujours insuffisantes parce qu'on est vraiment dans une logique d'escalade. Et là, je pense qu'à un jour ou l'autre, il va falloir arrêter l'escalade parce que ça ne sera plus tenable. Et l'autre question, non plus sur l'acceptabilité, mais sur l'offre elle-même. L'offre de logement social, l'offre de logements sociaux, pardon, ce sont les logements qui sont libres à un moment donné. Et aujourd'hui, on voit bien, surtout là où les marchés sont tendus, que cette offre, elle est insuffisante en quantité. La construction de logements neufs contribue à l'accroître, mais on le voit souvent avec des niveaux de loyer qui sont incompatibles avec une partie des populations qui sont demandeuses de logement social, y compris quand elles émanent de vos résidences et de vos foyers. Du coup, c'est principalement dans le parc existant qu'aujourd'hui l'offre peut être générée. Et comment faire pour avoir plus d'offres de logements sociaux aujourd'hui dans le parc existant? Ça renvoie aux questions de mobilité, là aussi, et ça renvoie à cette fameuse logique des chaînes de mobilité, des chaînes de vacances ou des chaînes du logement, qui sont aujourd'hui très critiquées parce qu'on a un peu construit, toujours avec cette idée de trajectoire résidentielle ascendante, l'idée que la chaîne était le mécanisme miracle. Je pense que le mécanisme, il existe. Le mécanisme, il existe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est grippé. Et que je crois qu'il faut se donner pour enjeu de le dégripper. Mais comment le dégripper sans ouvrir la réflexion, je le dis avec la plus grande prudence, mais sans ouvrir la réflexion sur la mission du logement social aujourd'hui. Et donc, la réflexion sur la mission du logement social, c'est poser la question du droit au maintien dans les lieux pour un certain nombre de personnes. C'est poser la question du niveau des plafonds de ressources. C'est poser la question de la segmentation qui est aujourd'hui PLAI plus PLS, dont on voit qu'une partie ne correspond pas du tout à la réalité de la demande de logement social. Évidemment, attention au risque de ce que le monde du logement social appelle comme une espèce de spectre terrible, la résidualisation.
C'est-à-dire l'idée que, selon des modèles qui existent dans d'autres pays européens, on prendrait le risque d'aller vers un logement social exclusivement réservé aux plus pauvres et aux plus défavorisés, donc encore plus stigmatisé qu'il l'est aujourd'hui, avec du coup encore moins de mobilité à l'intérieur aussi, parce que plus les locataires du logement social sont pauvres, moins ils ont de perspectives de sortie, qui apparaît évidemment comme un risque, mais ce risque-là, ou la conscience de ce risque, doit-elle nous empêcher de repenser un peu à la question des mobilités au sein du parc social? Je sais que le Premier ministre a ouvert ce dossier à l'occasion du dernier congrès HLM et que les bailleurs sociaux vont prochainement le rencontrer pour en parler. Enfin, l'USH va prochainement le rencontrer pour en parler. Je pense que c'est une vraie question. Elle est sensible, elle est compliquée. Je n'ai pas de réponse formelle, mais je crois que on ne peut pas ne pas l'ouvrir parce qu'il y a aujourd'hui un vrai problème de capacité de réponse du logement social aux ménages à faibles ressources. Alors la deuxième question, je vais passer beaucoup plus vite sur la deuxième et la troisième. La deuxième question, c'est celle de dire, après tout, pourquoi de compter toujours exclusivement sur le parc social ? C'est un serpent de mer des politiques du logement, de dire, après tout, le parc privé, il joue déjà un rôle social, est-ce qu'on ne peut pas renforcer le rôle social du parc privé ? C'est vrai qu'il joue déjà un rôle social. C'est vrai que si on regarde où habitent les ménages pauvres, ça on a des statistiques très claires en la matière, pauvre ça veut dire simplement en termes de revenus en dessous du seuil de pauvreté, on a vraiment 3 tiers, on a un tiers qui est propriétaire. Alors là, ce sont plutôt des personnes âgées à la campagne, dans des maisons individuelles, etc. Parce que ce sont des propriétaires sans charge de remboursement, ils ne sont pas accédants à la propriété. Les banquiers, les pauvres, il y a une petite contradiction. Un tiers dans le parc locatif privé, et un tiers dans le parc locatif social. Voilà, c'est à peu près exactement les 3 tiers. Et donc, dans le parc locatif privé joue bien un rôle pour loger les ménages pauvres. Mais dans quelles conditions ? La question est dans quelles conditions ? Avec quel effort financier ? Et avec quelles caractéristiques des logements en termes de confort, de qualité, etc. Aujourd'hui, tout démontre qu'il y a quand même un très gros avantage à être dans le parc social par rapport à être locataire dans le parc privé pour ces ménages à bas revenus. Et quand je dis avantage, je ne le dis pas dans le sens péjoratif ou dans le sens... mais de qualité de l'habitat. Mais de qualité d'habitat et d'efforts financiers et du coup de reste à vivre, c'est-à-dire de capacité pour assumer avec ce qu'il reste du revenu le reste des dépenses. Alors on a des formules, on a des solibailles, on a ce type de formules, mais on voit bien que d'un point de vue quantitatif, on est vraiment à la marge. On est dans des quantités marginales. Donc il y a des pistes, elles sont très très étroites, mais il y en a. Et puis la troisième question, c'est celle de... mais elle est déjà évoquée, elle a été évoquée par Marc, notamment dans le film, c'est, après tout, trajectoire résidentielle, pourquoi ? Est-ce que, pour tous, la question de la mobilité et de la trajectoire se pose ? Mais là encore, je finis toujours sur des questions qui vous concernent le plus. Vous êtes bien plus expert que moi, parce que vous vivez, vous très bien, cette question de l'alternative pour les personnes, pour vos résidents avec un A, j'ai bien appris la leçon, pour vos résidents avec un A, de ceux pour lesquels se pose la question de la sortie et de la trajectoire, et ceux pour lesquels se pose la question de la stabilité, et une stabilité qu'il va falloir accompagner, y compris dans la vieillesse, qui est une question, me semble-t-il, majeure. Voilà. Merci pour ces nouveaux éléments de mise en perspective. Des réactions, des demandes de prise de parole. Donc il y en a une, après il y en a une autre là-bas. Je vous en prie. Dominique de Bordeaux, plusieurs réflexions. Pour moi, un chiffre simple quand vous parlez de différence entre privé et public. Le PLAI est à 5 € du mètre, le PLUS à 6 et le privé à 12. Donc je pense que tant qu'on sera dans ces écarts aussi importants avec une qualité d'habitat qui est aussi bonne aujourd'hui dans les logements neufs, on va marcher sur les doigts, on va se brouiller à chaque fois parce que la sortie ne sera pas pareille. Et le deuxième élément, il y a un démon en France, c'est l'accession à la propriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il paraît temps de remettre en cause ce parcours résidentiel qui dit qu'à la fin, on va être propriétaire. Parce que nous, on est ici dans d'autres champs de l'habitat partagé en locatif, de plein de dispositifs nouveaux en locatif, parce que le locatif est une vraie dimension. Dans d'autres pays, dans le monde, le locatif n'est que locatif. L'accession à la propriété n'est pas... Voilà, c'est une réflexion, un apport là-dessus, mais pour moi, on a quand même des changements à faire. Dernière réflexion, et qui me fait parler du
du parcours, entre autres, de ce qu'a dit Marc, c'est-à-dire le deuxième homme, c'est pour le vivre aujourd'hui, c'est un jeune homme qui s'appelle Noël, qui me dit un jour, mais je suis bien là, je vais rester toute ma vie ici, alors qu'on est dans une résidence sociale qui dessus. Donc c'est aussi le côté des silos qui va faire que dans une résidence sociale où on doit dire qu'on reste 2 ans, eh bien moi j'aimerais bien qu'on puisse laisser des personnes qui seraient éligibles maison relais de rester plus longtemps et qui ne sont pas dans les critères définis derrière. Et là, aujourd'hui, on est confronté à ça. Alors on le vit, on le fait, on tord un peu les cartes peut-être, mais il y a une vraie réalité aussi. Et j'ai pas envie, moi, de mettre un vieux dans un autre endroit parce qu'il veut rester longtemps, parce que j'ai envie qu'il reste à côté de jeunes qui ne vont pas rester longtemps, parce que cette mixité-là est aussi un signe de bonne vie, de bien vivre ensemble. Merci. On prend peut-être l'intervention de Richard Janin et après une réponse. Richard, on vous apporte le micro, s'il vous plaît, ici. Richard Janin d'Aralis. J'avais un certain nombre une petite observation. Vous êtes parti beaucoup de l'idée de l'offre et pour témoigner qu'aujourd'hui, notamment dans la région lyonnaise, nous sommes en train de réfléchir avec l'ARA HLM, l'association régionale HLM, de partir sur du logement choisi. Alors ils l'ont expérimenté pendant quelques mois récemment. Et les gestionnaires de résidences sociales sommes sollicités aujourd'hui pour travailler avec eux sur cette question, sachant qu'on était déjà un peu aussi partie prenante de ce sujet. Je pense qu'il y a un véritable enjeu, effectivement, y compris dans notre travail sur le logement accompagné, à pouvoir produire du choix, parce qu'on le sait que, vous parlez de trajectoire résidentielle, si les personnes ont une injonction à sortir ou à aller dans des endroits où on leur dit bah, c'est là et pas autrement, en fait, on va souvent à un échec, tout simplement, y compris pour des motifs parfois qui sont assez marrants. Ça peut être la couleur des prises de courant, la localisation, mais en fait, les personnes ont des idées assez précises. Elles ne sont pas forcément, comme je disais hier soir à des collègues, à l'image de leurs stigmates ou des difficultés qu'ils rencontrent. Les personnes sont des sujets et peuvent opérer des choix. Et je pense qu'on l'oublie souvent dans les politiques publiques. Donc, sans savoir exactement ce qu'il en est du rapport entre l'offre et la réalité de la possibilité d'accession au logement, je pense que travailler sur la question du choix aussi, c'est peut-être se donner les moyens d'avoir une approche un peu plus macro des possibilités de logement des personnes soit que nous accompagnons, soit des personnes qui résident aujourd'hui dans un parc HLM et qui veulent muter ou aller habiter ailleurs. Pourquoi ? Parce que ce qui m'a amené cette réflexion aussi, c'est le rapport d'IAE qui a été publié l'année dernière par l'UNAFO, où quand même, aujourd'hui, le taux de rotation dans le bail social est de l'ordre de 7 à 8%, et le taux de rotation dans nos résidences sociales est plutôt de l'ordre de 30%. Résidences sociales, FJT, adhérents UNAFO, etc., foyer. Et c'est quand même important qu'on puisse produire ça, parce que de fait, on arrive quand même à reproduire, je l'ai étudié sur la région lyonnaise, un tiers des capacités de mobilité sur les seules disponibilités logements qui existent dans un bassin. C'est pas neutre, c'est franchement pas neutre. Et ne serait-ce que pour ça, je pense, je me tourne vers notre cher président, il faudrait qu'on le rappelle des fois, parce que je ne doute pas qu'il le fasse, hein, mais qu'on le rappelle peut-être nous sur le terrain aussi, auprès des décideurs, que quand on pèse pour un tiers des mobilités de l'accession à du logement, que ce soit du logement social ou de la résidence sociale, il faudrait qu'on soit un tout petit peu mieux entendu sur les questions de gestion, les difficultés et les problématiques de ciseaux économiques que nous allons rencontrer, que nous rencontrons déjà pour certains d'entre nous. Donc ça, c'est un premier axe de réflexion qui me paraît important. Et que, alors peut-être que du coup, l'offre, la gestion de l'offre, la gestion de la ségrégation urbaine, vous êtes urbaniste, et je l'ai entendu un peu dans vos propos, il y a quand même un vrai problème. Il n'y a rien de plus endogène et homogène que des quartiers bourgeois, encore plus que des quartiers HLM. Donc à un moment donné, il faut quand même ramener peut-être la vérité sur les espaces urbains qui sont ségrégés. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Alors, madame, si vous voulez bien continuer, et après Jean-Claude Drian va faire une réponse globale et néanmoins circonstanciée. Je vais faire très vite. Donc, je suis désolée de revenir encore sur la question de la gouvernance, mais en fait, je la trouve tellement essentielle. Donc, j'en parle une dernière fois et après, j'arrête. C'est très, très vaste. Et on est là jusqu'à demain, 16h30. Bon, ça va. Voilà, non, mais c'est parce qu'en fait, il y a quand même un acteur dont on ne parle pas, mais qui a un rôle quand même de
de contrôle de légalité sur les documents d'urbanisme, qui doit pouvoir influencer les politiques de peuplement et avoir un rôle de péréquation, et doit pouvoir faire appliquer la loi, et notamment la loi SRU. Donc vous l'avez reconnu, c'est l'État, et qui n'est pas très effectivement présent, et dont pourtant l'hébergement, c'est sa compétence. Hein. Et donc, en l'absence de cet État, ça me fait penser à ce qu'on entendait sur Toulouse tout à l'heure, ben, ça donne cet espace aux élus d'être parfois comme des petits shérifs sur leur territoire. Et tout ça pour dire que voilà, la crise du logement, c'est, à mon avis, essentiellement une crise politique. Voilà. Alors, Jean-Claude Drian, comment on se débrouille de tout ça? Le choix, la crise politique, les trajectoires qui n'ont plus la fin qu'elles auraient pu avoir autrefois. Oui, je laisserai de côté le message au président. Mais oui, crise politique, alors je suis totalement d'accord avec ce que vous dites là. Simplement, le problème, je vais commencer par la fin, hein, mais simplement le problème aujourd'hui, et je le crains insoluble, donc peut-être qu'il va falloir faire sans, c'est l'absence de l'État local. L'État national, il est toujours très très présent, hein, à travers son activité législative notamment, et à travers son activité financière, c'est-à-dire à travers Bercy, pour dire les choses simplement, hein, l'ensemble des dispositifs fiscaux, je ne parle pas seulement de l'investissement locatif, hein, mais l'ensemble des dispositifs fiscaux qui aujourd'hui représentent une valeur globale qui est à peu près presque équivalente à celle des aides à la personne. Les derniers chiffres que j'ai moi en tête de façon précise et cohérente, c'est ceux de 2012. On a 18 milliards d'aides à la personne, 17 milliards d'aides fiscales, incluant les aides fiscales aux bailleurs sociaux, etc. Hein. Mais on voit que là c'est très très prégnant. Hein. L'État, il est donc encore très très présent sur la question du logement, mais plus à l'échelle locale. Et là, il y a un problème absolument majeur. Ça vaut à la fois sur l'expertise. Je ne sais pas s'il y a des représentants de l'État dans la salle. Je vois que de plus en plus dans les colloques et les manifestations publiques sur le logement, les représentants de l'État soit sont pas là, soit sont là mais ne s'expriment pas ou ne sont pas appelés. Seront là demain après-midi pour notre dernière table ronde. Et je pense que c'est un drame. Voilà. Du coup, il faut que les gouvernances locales s'adaptent et s'adaptent autrement. Et ça, je pense que encore une fois, ça prêche plutôt pour une remontée à un niveau supérieur à celui de l'échelle communale. Sur le choix, donc vraiment je vais les prendre vraiment en sens inverse. Hein. Alors d'abord, oui, effectivement, rien de plus endogène que les quartiers bourgeois. Ça, toutes les analyses en termes de ségrégation et de mixité sociale le montrent de façon très claire. Les quartiers les plus ségrégés sont les quartiers les plus riches. Donc on a bien une forme de diversité sociale dans les quartiers populaires. Voilà, on va les appeler comme ça. On a bien une forme de diversité sociale dans les quartiers populaires. C'est certain. Maintenant, on voit bien que, au nom d'une stigmatisation, parfois, un des problèmes, je le mets avec des guillemets, que les bailleurs sociaux identifient de plus en plus souvent aujourd'hui, c'est devenu un thème, quasiment une banalité, mais c'est assez récent, c'est les refus des logements qu'on attribue. Et ça, effectivement, ça prêche de façon très très forte pour une réflexion rénovée sur la façon dont on rapproche une demande, un besoin et une offre telle qu'elle existe. Donc ça peut aller jusqu'à l'idée d'avancer vers le choix. On a aujourd'hui énormément de barrières. Ce ne sont pas des fatalités. On peut y travailler, mais on voit bien qu'à chaque fois qu'on travaille sur l'attribution des logements sociaux, ces barrières-là, elles sont énoncées au début de la réflexion. Il y a eu, à l'époque de Madame Duflot, tout un tas de réflexions, toute une démarche pour préparer la loi Allure et des lois ultérieures qui n'arriveront jamais sur l'attribution des logements sociaux. Les propos liminaires commençaient toujours par on a de fortes contraintes et de fortes rigidités liées au contingent de réservation. On a un ensemble de contraintes. Comment on peut avancer pour les lever? Et puis, en fait, très très rapidement, on s'aperçoit que ces contraintes-là, finalement, on n'y touche pas, on ne change rien. Or, aujourd'hui, cette question des contingents de réservation, des cloisonnements entre les contingents, elle est un obstacle important à la capacité d'instaurer des modalités de choix.
D'autant que monte aussi, et avec beaucoup de pertinence, une autre problématique pour l'attribution des logements sociaux, ce sont les mutations au sein du parc social. C'est-à-dire qu'on oublie généralement, ou on ignore souvent, que en fait, sur la masse des demandeurs de logements sociaux, il y en a 1 sur 2 qui est déjà locataire du parc social. 1 sur 2. Au niveau national. Mais on voit quand on fait des zooms locaux qu'on a aussi à peu près la même chose. Donc il y a un enjeu. Et parmi les ménages les plus pauvres, le surpeuplement en logement social ne recule pas depuis 25 ans. Et il tendrait même plutôt à s'accroître. Donc il y a vraiment aussi un enjeu fort de mutation au sein du parc social. Parce que quand vous attribuez un 2 pièces à un couple sans enfants, ben quand il a des enfants, il est encore dans le 2 pièces. Sauf s'il a les moyens de se payer le loyer supplémentaire. Et donc tout ce jeu de contraintes, il est effectivement extrêmement rigide. Alors sur ce que disait monsieur de Bordeaux, bon, je crois que la fin de votre propos renvoie à cette idée de rigidité des frontières dont on parlait au début. Donc je pense qu'on voit que dans certains cas de figure, elles sautent, dans certains cas de figure, elles sont encore prégnantes, ces frontières. Sur le démon de l'accession à la propriété, vous y allez fort. C'est vrai qu'il y a des pays qui... Enfin, c'est toujours la remarque amusante, la France serait en retard. Enfin, c'est plus trop le discours qu'on entend aujourd'hui, mais c'est un discours qu'on a entendu beaucoup. La France serait en retard en matière de propriétaire. Et on voit que le retard majeur, c'est quand même sur l'Albanie, qui est le pays d'Europe qui a le plus fort taux de propriétaires, puisqu'ils sont à 100%. Voilà. Donc, en retard sur l'Albanie. En revanche, elle est très en avance sur l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, la Suisse. Bon, la Suisse, on n'en parle pas en ce moment. Qui ont des pourcentages de locataires bien supérieurs, qui sont des pays de culture locative, en fait, dans lesquels on a une relativement faible appétence pour la propriété. En France, finalement, pourquoi on vend à ce point l'accession à la propriété? Parce qu'on vend le financement des retraites et de la dépendance. Pour moi, de façon très claire, les politiques de développement de l'accession à la propriété sont des politiques de privatisation de la question du logement, c'est-à-dire de sortir la question du logement des enjeux de politique publique et d'en faire une question privée. On le voit de façon très claire dans un pays comme l'Espagne, qui est un pays de propriétaires. On est à 84% de propriétaires en Espagne. Vous parlez de politique du logement, ils vous disent, enfin, ils ont un peu changé, parce qu'à force, quand les jeunes de 30 ans habitent toujours chez les parents, ça commence à poser problème. Mais quand on parle de politique du logement, mais non, le logement, c'est une question privée pour les Espagnols. Mais en France, c'est cette privatisation-là, et c'est l'idée de dire, à l'âge de la retraite, pouvoir baisser sa dépense de logement en n'ayant plus d'emprunt à rembourser, et pas de loyer à payer, et le cas échéant, au moment de l'arrivée de la dépendance, qui heureusement ne concerne pas forcément tout le monde, au moment de l'arrivée de la dépendance, d'avoir un bien à vendre qui va permettre de financer un passage en évitant le recours à la solidarité nationale, ou le recours à la solidarité familiale d'abord. Et puis voilà, et je finis sur les écarts de loyer. Oui, des écarts de loyer à Bordeaux, mais ils sont encore beaucoup plus forts à Paris. Et dans tout un tas de villes, ils sont beaucoup plus faibles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de villes, je pense à des villes moyennes, dans lesquelles finalement l'écart de loyer... D'abord, l'écart de loyer entre le PLAI et le plus, il est quand même très faible. Et du coup, il y a un problème. Cela étant, il y a la question de la prise en compte par l'APL qui compense ce faible écart. Et puis, il y a beaucoup de villes moyennes dans lesquelles le parc privé est à peu près au même niveau de loyer que le plus. Et on a beaucoup de villes aussi dans lesquelles l'écart dans le loyer du privé et avec le PLS est quasiment nul, voire inversé. Bon, ce qui justifie que le PLS est un mauvais produit, mais ça c'est un autre débat. Je m'arrête là. Jean-Claude Riant, merci encore. Et pour quelqu'un qui n'y connaît rien, bravo.